Donc voilà, il y a des études d'épidémiologie qui ont été faites en Afrique. Donc en Afrique, les troupeaux vivent avec cette maladie depuis plus d'un siècle. Et quand on lit un peu les textes, les articles scientifiques, les thèses qui ont été publiées, etc., ce qui s'est passé aussi en Afrique du Nord, on se rend compte que donc c'est un virus, c'est un poxvirus, et c'est un virus qui présente la caractéristique que les animaux qui guérissent de cette maladie sont immunisés à vie. Il y a eu des troupeaux où en fait les éleveurs disaient qu'il n'y avait pas d'animaux malades, et ils avaient raison de le dire, ils n'avaient pas d'animaux qui étaient cliniquement malades. Mais une fois que les forces de l'État étaient passées pour réaliser l'euthanasie, du coup ils disaient qu'il y avait quelques animaux qui avaient des nodules, des lésions anciennes. Donc lésions anciennes, ça veut dire qu'il y a eu des nodules, et en fait qu'il y a des traces de ces nodules, mais que voilà, les animaux n'ont pas présenté de symptômes, et qu'ils ont ils étaient en voie de guérison et en voie d'immunisation. Donc ça veut dire que les mesures qui étaient appliquées d'euthanasie totale, on euthanasiait des troupeaux qui, la plupart du temps, dont les animaux étaient en train de s'immuniser, en fait. Dans le précédent épisode, Myriam, une autre citoyenne qui milite pour un élevage sain en faisant appel à l'agroécologie, expliquait que les éleveurs et éleveuses qu'elle rencontre vivent les mesures d'éradication et de dépeuplement des élevages pour gérer la dermatose nodulaire contagieuse avec énormément de violence. Elle a fait des parallèles avec d'autres maladies, humaines et animales, qui sont gérées par les autorités de manière antibiotique, c'est-à-dire contre le vivant. Tout cela avec en plus un souhait de culpabiliser les paysannes et paysans pour les faire céder. Dans cette deuxième partie avec Arnaud, on aborde ce qu'est concrètement la dermatose nodulaire contagieuse, quels sont ses symptômes, quel est son degré de gravité en fonction de l'environnement dans lequel vivent les animaux, et comment les animaux guérissent et s'immunisent. Comme expliqué dans l'épisode précédent, j'ai changé les prénoms de mes interlocuteurs à leur demande. Comme d'habitude, si cet épisode a changé quelque chose en vous, je vous invite à me laisser un commentaire, à le diffuser à un maximum de personnes et à soutenir mon travail avec un don pour me permettre de continuer à réaliser un travail totalement indépendant. J'en profite pour me remercier sincèrement les dernières personnes qui m'ont fait un don. Avant d'entendre Arnaud, je vous diffuse le témoignage de Maxime Lhomme, jeune paysan d'une vingtaine d'années, et celui de Kyria, paysanne et restauratrice à la table de Gaïa en Ariège. Ils ont rejoint le collectif Paysans Libres, dont je vous ai mis le contact dans les notes de l'épisode. Si vous souhaitez écouter la vidéo entière qui a été diffusée sur la chaîne YouTube de bonsens.org, le lien est aussi dans les notes de l'épisode. Du coup, pour revenir sur ce qui s'est passé, nous, à la ferme concernant la DNC, mon père a vu sur une vache certains modules. Donc, ils ont appelé, c'était le jeudi, donc ils ont appelé le vétérinaire pour qu'il vienne voir. On nous l'a déclaré le vendredi matin. Le protocole, du coup, qu'on nous avait dit, en fait, la vache, elle allait juste être, comme on avait le troupeau vacciné, la vache allait juste être abattue au cas par cas. Et on a eu la visite du coup de 2 personnes, je crois que c'est de la DDESPT, je sais plus, qui du coup nous ont annoncé clairement que du coup même vacciné, du coup ça serait abattage total. On s'est dit en fait on va pas laisser passer ça parce que clairement même si la finalité reste la même, c'est vraiment pas normal, surtout ce qu'ils nous ont vendu pour la vaccination. Donc on a dit quitte à empêcher ça, on va tout bloquer et on va faire le plus de bruit, de plus de bordel possible, quoi, histoire que vraiment la population voit ce qui se passe, etc. Donc voilà, sachant que depuis du coup l'annonce qu'on était abattu, on avait des voitures de la gendarmerie clairement qui faisaient des allers-retours
toutes les 3-4 heures, globalement, dans le village, au niveau de la ferme, etc., pour être sûr qu'on fasse pas de déplacement de bêtes, etc. Et dès à partir du dimanche ou du lundi, la vache, elle allait commencer à aller mieux, elle commençait à remanger. Franchement, elle avait repris de l'énergie. Elle commençait à se soigner toute seule, quoi. Sauf que du coup, on a demandé des contre-expertises, on a demandé d'attendre juste, de voir qu'on soit une ferme test, etc. Ça, tout nous a été refusé. Le mardi, du coup, le jour de l'abattage, donc à 7 heures, on a je sais pas combien de fourgons CRS, je crois 8 ou 9, et beaucoup de véhicules de gendarmerie qui ont débarqué directement avec du coup des camions, enfin des dépanneuses pour les tracteurs. Donc nous, on avait déjà tout mis en place, etc., même si on aurait pu faire mieux. Donc voilà. Ils sont arrivés, comme du coup j'avais pris le relais parce que ma mère bossait la veille. Du coup, j'avais pris le relais sur le blocage. Donc, je suis allé directement avec, enfin, le commandant de la brigade a souhaité me parler. Bon, la discussion était très rapide finalement parce que on a parlé 2 minutes juste pour se présenter et ils ont directement du coup pénétré. Ouais, ils sont passés par les champs, ils sont passés par la propriété, bien entendu sans mandat parce que sinon c'est pas drôle. On a demandé un mandat, on s'est pris en réponse des coups de bouclier et ils sont passés quand même. Donc voilà, ils ont défoncé les champs, ils ont défoncé le grillage aussi. Donc voilà, ils avaient encerclé la ferme. Cependant, du coup, le recours a été mis. On devait avoir la réponse à 12h30. Donc en attendant, il y avait rien qui devait se passer. On a 2 agriculteurs qui ont fini du coup en garde à vue. 14 heures même, on a les vétérinaires, du coup, ceux qui étaient là pour clairement abattre, qui sont venus. Donc on a été parqués par la violence, donc à coups de gaz lacrymogène. Mais il y a eu même des tirs de LBD, parce que je m'en suis pris un dans la jambe. Donc on a été tirés. On avait une personne en fauteuil roulant qui était coincée en plein milieu, qui a été finalement gazée à bout portant, parce que du coup elle pouvait plus bouger parce qu'elle était en fauteuil roulant, le fauteuil était coincé, du coup pour l'annonce, ils ont même pas daigné aller voir mes parents. Ils sont passés par les syndicats parce que eux, en gros, ils ont pris trop de retard sur du coup l'abattage. Du coup, ils étaient vraiment pas dans la forme qu'il fallait. Donc ils ont commencé direct. Normalement, sur le protocole, il y avait 4 agriculteurs qui devaient être avec eux pour surveiller que tout se passe bien, etc. Ils ont été refusés à l'entrée. Donc il n'y a même pas de preuve que ça s'est passé dans les meilleures conditions pour les vaches. Et vu la rapidité que ça s'est passé, on a des doutes que c'était vraiment très légal ce qu'ils ont fait. Après, au niveau chargement, je vais pas rentrer dans les détails parce que les charger dans le Manitou et les jeter du coup du haut de la benne, les laisser tomber, on entendait les gros booms et tout. C'était terrifiant. Donc voilà, ça a commencé vers 14h30, 15h. À 10h du coup du soir, on a reçu un message, opération finie, on vous recontactera. Bonne continuation. On a besoin de réponses en fait dans cette crise déjà. Et en fait, on a monté ce collectif pour être un petit peu hors des syndicats qui, eux, ont demandé la vaccination obligatoire au final après. Sauf que nous, on demande la liberté en fait vaccinale, surtout sur une maladie qui, comme tu le disais, n'est pas mortelle en soi parce que a très peu de mortalité. Quand tu parlais de 0,5 à 5% de mortalité, c'était sur les animaux malades, donc sur les 20% qui tombent malades, donc c'est vraiment dérisoire. Des maladies, on en a déjà eu, on sait les gérer, et si on a envie en fait de pouvoir sur nos vaches et sur notre troupeau faire en sorte d'avoir une immunité naturelle, j'ai envie, moi, en tant qu'éleveuse, d'avoir ce choix-là, surtout sur une maladie qui en fait, est
bénigne. Enfin, moi, j'ai envie de dire bénigne dans le sens où il n'y a pas tant de mortalité derrière. Donc, effectivement, cette question-là de comment est traitée la DNC, ça nous permet quand même de se poser des questions quant à leurs intentions derrière. Romain disait ça, est-ce qu'ils font ça à l'aveugle? Le problème, c'est que s'ils font pas ça à l'aveugle, ça veut dire que leurs intentions derrière sont claires, celles de nous nuire. Parce que dans les éleveurs, pourquoi aller vacciner des bêtes si, en fait, il n'y a pas tant de maladies derrière? Et surtout, pourquoi les tuer purement et simplement alors que, en fait, sur cette maladie-là, il n'y a pas tant de mortalité que ça. Et pour moi, là, de plus en plus, avec le recul, je me dis, mais ils ont fabriqué un problème de toutes pièces pour pouvoir, en fait, imposer leur solution. Et dans ces cas-là, dans cette réflexion-là, je ne peux pas accepter cette vaccination-là. Et on a posé des questions, on n'a toujours pas de réponse. Et effectivement, moi, j'ai quand même besoin de comprendre les choses pour pouvoir le faire. Et donc là, moi, je ne suis pas contre cette vaccination-là, mais il va falloir qu'on m'explique. Pareil, on a révélé aussi que le même laboratoire, le laboratoire Merck qui fait les vaccins, c'est aussi ceux qui sont en train de financer la viande artificielle. On voit bien que quand même, les agriculteurs, depuis longtemps, les paysans, on est quand même dans la ligne de mire du gouvernement. Enfin, là, pour moi, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase de toutes les manières possibles qu'ils inventent pour nous tuer purement et simplement, ou nous décourager, nous faire en sorte qu'on arrête cette paysannerie. Sauf que aujourd'hui, on est les derniers bastions au final de la paysannerie et de la souveraineté alimentaire en France. Je pense aujourd'hui que c'est ceux qui ont le plus de bon sens parce qu'ils sont au cœur même de la nature et des fonctionnements même de nos propres racines. Mais bon, après, c'est que mon avis, peut-être je me trompe, et je serais ravie que quelqu'un me dise en quoi je me trompe. Bref, en tout cas, nous, on ne se laissera pas faire. On a monté ce collectif-là pour montrer qu'on a notre conscience, notre envie de bien faire et surtout notre envie de réflexion. Je crois qu'il y a quelqu'un aussi qui l'a relevé. Il y a beaucoup de personnes et beaucoup d'éleveurs qui ont fait leur première vaccination parce que, en fait, il y a une pression énorme, il y a une peur qui nous oblige à avoir, parce qu'on a des pressions de fou. On reçoit des lettres régulièrement. Là, nous encore, il y avait encore les gendarmes à la maison qui ont fait le tour et qui ont dit « Ah non, non, rien, on passe juste ». Ils ont appelé les voisins aussi pour avoir des renseignements sur nous. Enfin voilà, il y a quand même une vraie pression derrière. On nous dit aussi qu'on n'aurait plus le droit après d'être agriculteur et d'exercer notre activité. Mais là, il faut savoir aussi que les agriculteurs qui ont vacciné une fois sont en train de revenir vers nous et de dire la deuxième fois, on n'a pas envie et on va rejoindre le collectif. Parce qu'il n'y a pas de sens à ça. Et en plus, on n'a pas encore parlé des effets secondaires. Je pense qu'il y en aura d'autres qui seront plus à même d'en parler, mais il y a énormément d'effets secondaires, même plus que la DNC, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, on n'a pas les chiffres sur la vraie mortalité des vaches mortes de la DNC. Par contre, de l'abattage, il y en a eu plein, mais de la DNC, il n'y en a pas eu. Et donc, du coup, il y a tout plein de questions où, tant qu'on n'a pas les réponses, on n'acceptera pas cette vaccination, quoi qu'il arrive. Moi, je sais que j'irai jusqu'au bout et je sais qu'on est tous déterminés à aller absolument jusqu'au bout. Et maintenant, je vous propose d'écouter mon interview d'Arnaud, qui commence par expliquer pourquoi il a souhaité s'exprimer au sujet de la dermatose nodulaire contagieuse. Alors, en fait, ce qui m'a amené à m'exprimer, c'était quand, à l'annonce de la maladie, c'était la violence des mesures qui a été imposée aux éleveurs et de façon tout à fait autoritaire, avec aucune alternative possible. Et à leur insu, en fait. C'est-à-dire que les éleveurs avaient obligation, dès qu'une vache présentait des symptômes, donc un peu de fièvre ou quelques nodules, les éleveurs étaient obligés d'appeler leur vétérinaire et le vétérinaire venait faire une visite et le vétérinaire, lui, faisait des prélèvements du coup pour savoir si oui ou non c'était la maladie. Et si jamais le résultat revenait positif, il n'y avait qu'une seule analyse de fait, mais si le résultat revenait positif, la décision était prise d'euthanasier tout le lot d'animaux auxquels appartenait cet animal en fait. Donc c'était extrêmement violent et extrêmement autoritaire. Il n'y avait aucune alternative possible, aucune possibilité laissée aux éleveurs de soigner, ni aux vétérinaires d'ailleurs. Enfin voilà, c'est le côté vraiment autoritaire et injuste de ces mesures qui m'a fait m'exprimer en fait sur ces questions-là. Ok. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont au courant que cette maladie existe, qui ont entendu parler des abattages et des vaccinations forcées. Je pense dans les personnes qui nous écoutent, il y en a qui ont même suivi les multiples personnes qui ont filmé les interventions des forces de l'ordre dans les fermes.
Mais ces personnes ne savent peut-être pas forcément qu'est-ce qu'il en est vraiment de cette maladie. Toi, de par les recherches que tu as faites, de par les personnes que tu as rencontrées, qu'est-ce que la plupart des gens ne savent pas sur cette maladie, son historique dans le monde, ses symptômes, sa gravité? Est-ce que les bovins peuvent en guérir facilement? Tu vois, est-ce que tu peux nous faire un petit cours là-dessus? Eh ben oui, je vais essayer. Donc c'est une maladie qui était inconnue en France et en Europe occidentale jusqu'à l'année dernière en fait. Et à l'annonce de cette maladie, tout le monde était en état de sidération en fait par les propos très anxiogènes qui étaient délivrés bah voilà, par les vétérinaires, puis par les forces de l'ordre un petit peu, de dire c'est une maladie extrêmement dangereuse, extrêmement contagieuse, et on n'a pas d'autre solution que d'éradiquer cette maladie. Et pour l'éradiquer, il faut passer par l'euthanasie totale du lot ou du troupeau. Du coup, moi, ce qui m'a profondément choqué, c'est quand on étudie un petit peu cette maladie, parce qu'il y a quand même des thèses qui ont été écrites, cette maladie a été étudiée beaucoup en Afrique, en Asie et en Europe de l'Est, elle s'est déjà exprimée sur les autres continents en fait. Et c'est une maladie qui est connue depuis un siècle en Afrique. C'est une maladie virale qui est causée par un petit virus à ADN qui est transmis d'animal à animal par piqûre d'insectes hématophages, donc des petites mouches piqueuses ou des tans principalement. Donc voilà, il y a des études d'épidémiologie qui ont été faites en Afrique. Donc en Afrique, les troupeaux vivent avec cette maladie depuis plus d'un siècle. Et quand on lit un peu les textes, les articles scientifiques, les thèses qui ont été publiées, etc., ce qui s'est passé aussi en Afrique du Nord, on se rend compte que donc c'est un virus, c'est un poxvirus, et c'est un virus qui présente la caractéristique que les animaux qui guérissent de cette maladie sont immunisés à vie. Ils sont immunisés toute leur vie, en fait. Donc ça veut dire que s'ils guérissent, ils ne choperont plus la maladie. Après, d'un point de vue vraiment épidémiologique, c'est une maladie qui va pas toucher tous les animaux. Elle est transmise par les insectes, donc c'est sûr qu'aux périodes d'activité des insectes, on peut avoir plusieurs animaux qui sont piqués, mais c'est jamais tous les animaux qui attrapent la maladie parce que tous les animaux sont pas sensibles. Donc il y en a qui vont être plus fragiles que d'autres, plus sensibles que d'autres, qui ont une immunité un peu moins forte ou un système immunitaire plus réactif et qui vont avoir plus de symptômes. Et il y en a d'autres qui vont pas avoir beaucoup de symptômes et qui pour autant vont quand même développer cette immunité naturelle et seront ensuite immunisés à vie. Donc les études épidémiologiques qui avaient été faites en Afrique montraient que souvent la maladie faisait un peu des vagues tous les 4-5 ans en fait. On pouvait avoir un passage et puis ensuite pendant 4-5 ans on n'entendait plus parler de rien parce qu'en fait tout simplement les animaux du troupeau qui avaient rencontré le virus à ce moment-là étaient immunisés. Et bon, au bout de 4-5 ans, on a un renouvellement des troupeaux, donc on a des veaux qui naissent, on a des vieux animaux qui meurent, et forcément, on se retrouve à nouveau avec une population naïve de plus importante, parce qu'on a plus de jeunes, et donc quand on a une population naïve qui est plus importante, le virus qui circule toujours à bas bruit peut à nouveau s'exprimer. Donc ça fait un peu des vagues comme ça. Mais voilà, l'immunité naturelle est très très efficace, et cette maladie ne touche pas tous les animaux. En général, dans les thèses d'épidémiologie, il est précisé que ça va toucher entre de 5 à 40% des animaux d'un troupeau à peu près qui vont être malades. Et la plupart vont guérir en fait, et on a un taux de mortalité qui est entre 1 et 5%, rarement plus de 5%. Ça pourrait arriver dans des conditions où dans un troupeau on aurait des animaux qui seraient particulièrement fragilisés, mais la plupart du temps, voilà, c'est pas une maladie qui est aussi grave que ce qui a été décrit. Et ce qui m'a beaucoup dérangé, du coup, c'est vraiment les propos très alarmistes, très anxiogènes qui ont été délivrés par les autorités en faisant croire du coup que c'était extrêmement grave, alors que en réalité, voilà, c'est plutôt une maladie qui va, comme la plupart des maladies, opérer comme une sélection des animaux les plus résistants et des animaux qui vont s'immuniser pour toute leur vie, quoi. Et du coup, tout à l'heure, tu parlais du taux de mortalité. Est-ce que ce taux est plus important dans des élevages où les animaux sont fragilisés, donc où ils ont une immunité moins bonne, donc peut-être des élevages où ils sont confinés ou moins bien nourris? Et à quoi ressemble la maladie? Un animal malade ressemble à quoi? Alors, il y a plusieurs formes de la maladie.
comme pour toutes les maladies, enfin, chaque individu va exprimer la maladie à sa façon. On a une forme classique qui est assez bénigne, c'est-à-dire que l'animal va avoir de la fièvre pendant quelques jours, puis il va avoir une éruption de nodules sous la peau, des petits nodules qui vont grossir, puis au bout de 1 à 2 semaines, ces nodules vont commencer à nécroser et à sécher, et ensuite il va se former des croûtes qui tombent, et puis on a donc une fois que ces croûtes tombent, on a des petites lésions circulaires sur la peau qui vont guérir avec des soins locaux en l'espace de quelques semaines. Ça, c'est la forme classique habituelle. Après, on a donc des formes, on a toujours des animaux qui vont présenter une forme suraiguë, c'est-à-dire qu'ils vont surréagir à la maladie. C'est une minorité d'animaux. Par contre, ben, c'est peut-être une forme spectaculaire parce que du coup, les animaux ont une très forte fièvre avec de l'œdème des membres. Ils sont épuisés, ils peuvent plus se lever et puis ça peut arriver qu'ils meurent. Mais c'est vraiment très très rare. Mais voilà, ça peut arriver. Et on a aussi énormément de formes subcliniques, c'est-à-dire que là, on a des animaux, le passage fiévreux va passer presque inaperçu. On va avoir des petits nodules qui vont apparaître par endroits sur la peau, mais ça va, enfin, si on n'y prête pas attention, on n'a pas de baisse de forme de l'animal et l'animal va développer son immunité dans le mois qui suit. Et voilà, et on peut s'apercevoir qu'on a des lésions anciennes, donc ça veut dire qu'il y a eu passage de la maladie, mais l'animal s'est immunisé depuis en fait. Et c'est ce qui a été observé pas mal sur les troupeaux qui ont pu essayer de s'opposer et de résister un peu aux mesures, où le diagnostic avait pu être plus tardif. Il y a eu des troupeaux où en fait les éleveurs disaient qu'il n'y avait pas d'animaux malades, et ils avaient raison de le dire, ils n'avaient pas d'animaux qui étaient cliniquement malades. Mais une fois que les forces de l'État étaient passées pour réaliser l'euthanasie, du coup, ils disaient qu'il y avait quelques animaux qui avaient des nodules, des lésions anciennes. Donc lésions anciennes, ça veut dire qu'il y a eu des nodules et en fait qu'il y a des traces de ces nodules, mais que voilà, les animaux n'ont pas présenté de symptômes et ils ont guéri, en fait. Enfin, ils étaient en voie de guérison et en voie d'immunisation. Donc ça veut dire que les mesures qui étaient appliquées d'euthanasie totale, on euthanasiait des troupeaux qui, la plupart du temps, dont les animaux étaient en train de s'immuniser, en fait. Eh ben, c'est très bien, ça fait le lien avec ma prochaine question. C'est donc au-delà de l'extrême violence de la destruction de la paysannerie, parce que c'est vraiment ce qui se passe, Mm. et de le figement que ça peut générer chez des personnes qui voudraient militer. Cette violence peut faire peur. En termes de santé, c'est quoi le problème avec l'abattage systématique et aussi avec la vaccination et la vaccination, est-ce que dans certaines conditions, elle peut être intéressante, selon toi? L'abattage des troupeaux n'avait absolument aucun sens. En fait, la réalité, c'est que ce qui a été véhiculé par les médias et par le ministère de l'Agriculture et par les DDPP, par les JTL, c'était une propagande très très forte et très très alarmiste et très très effrayante qui était sans lien avec ce qui se passait réellement sur le terrain. Et ils ont voulu volontairement chercher à ce qui se passait sur le terrain ne se sache pas, c'est-à-dire que les animaux n'étaient pas malades. Euh, Bah parce que justement, ils voulaient être sûrs de pouvoir appliquer cette éradication des troupeaux et de la maladie. Du coup, le problème, c'est que abattre des troupeaux ou les animaux ou quelques animaux présentent des nodules, c'est abattre des animaux qui sont en train de s'immuniser. Et donc, c'est savoir qu'on perd le bénéfice de l'immunité naturelle qui est une immunité à vie. Alors la vaccination, elle pourrait avoir un intérêt. Le seul intérêt qu'elle va avoir, c'est ben de stimuler l'immunité des animaux avant qu'ils rencontrent la maladie. Donc il aurait fallu vacciner avant que la maladie arrive. Et, euh, et donc de faire que si les animaux rencontrent la maladie, ils vont avoir des symptômes moins forts, moins violents en fait. Donc la maladie va moins s'exprimer. L'inconvénient de cette vaccination, c'est que bah, du coup, elle n'est pas pérenne, c'est-à-dire que, il faut la renouveler au bout de 12 à 18 mois, puisque l'immunité vaccinale est moins pérenne et moins durable que l'immunité naturelle. Euh,
Et en fait, elle n'empêche pas non plus la circulation du virus. Donc en fait, cette question de la vaccination, elle a posé un- un gros problème aux autorités parce que la France avait un statut indemne de cette maladie et ce statut indemne, il est important pour les échanges internationaux, pour le commerce d'animaux et de produits d'origine animale. Donc ça peut être, on pense souvent aux boutards qui vont partir en Italie ou en Espagne, mais ça peut être aussi le commerce de semences, de sperme ou d'ovocytes ou d'embryons d'un pays à l'autre en fait. Il y a aussi un impact sur le commerce génétique en fait avec l'étranger. Et le fait de vacciner, euh, les pays qui vaccinent sont considérés comme non indemnes. Donc ça veut dire qu'il faut qu'ils attendent 8 mois avant de retrouver ce statut indemne. Donc c'est pour ça que la France avait refusé de vacciner, même si elle savait qu'il y avait un risque que la maladie débarque un jour ou l'autre. Et donc si un pays vaccine alors qu'il est indemne, du coup il perd son statut indemne pour 8 mois. Et si un pays vaccine alors que le virus est déjà arrivé, du coup il perd son statut indemne pour au moins 14 mois, quoi, à partir du dernier cas qui a été signalé. Donc c'est tout des histoires politiques et commerciales sur le plan international en fait. Enfin là, en ce moment, la France ne peut pas échanger de produits animaux. Si, parce qu'en fait, ce que la France a négocié, c'est de mettre sous cloche les régions qui ont été touchées. Donc du coup, les régions qui ont été touchées par la maladie étaient des zones qui étaient devenues réglementées, des zones d'infection et des zones réglementées. Puis elles sont devenues des zones vaccinales et ces zones sont sous cloche. C'est pour ça qu'il y avait aussi un arrêt de commerce entre ces zones et les zones extérieures ou des contraintes commerciales. En fait, la France est considérée comme indemne, sauf les régions qui sont les régions, les zones vaccinales. Du coup, bah voilà, il y a certaines régions, Savoie, Haute-Savoie, le Jura, Doubs, enfin dans le sud-ouest, l'Ariège et la région lyonnaise, qui sont des régions qui sont dites vaccinales, et donc ce sont des régions qui ne sont pas considérées comme indemnes. Alors, même si elles ne sont pas considérées comme indemnes, elles ont quand même le droit de vendre des animaux à l'étranger. Le seul truc, c'est que du coup, les pays étrangers appliquent des sanctions et donc, par exemple, ils vont acheter la viande, enfin, ou les animaux vivants à moindre coût par rapport à d'habitude, en fait. Ils vont baisser le prix d'achat des animaux. Donc ça veut dire que une des premières choses à mettre en place et à encourager euh, bah, pour favoriser des élevages en santé, c'est d'acheter local. Mm. Euh, est-ce que tu as d'autres propositions? Enfin, est-ce que tu as d'autres choses déjà avant qu'on parle de, d'élevage agroécologique et est-ce que tu as d'autres choses à dire vraiment aux gens qui nous écoutent et qui est essentiel à savoir sur aujourd'hui ce qui se passe? Est-ce que selon toi il va y avoir à nouveau, en fait l'actualité là aujourd'hui, on est le 28 mai, est-ce que tu penses qu'il va y avoir une nouvelle vague de DNC? Qu'est-ce que tu as envie de dire aux gens par rapport à ça? C'est très difficile de prévoir et de prédire ce qui va se passer. Alors déjà parce que en fait on est en Europe occidentale, en France, et que on est on a une caractéristique dans notre pays, c'est qu'on a des hivers et qu'en hiver l'activité des mouches est beaucoup réduite. Elle n'est pas complètement réduite. Je pense que dans le sud-ouest, elle dure plus longtemps qu'en Savoie ou Savoie par exemple, mais globalement c'est une activité qui est réduite et qu'en fait le virus peut survivre quelques heures à quelques jours sur les pièces buccales des insectes piqueurs, mais pas plusieurs mois en fait. Donc la question est de savoir si on a encore des insectes vecteurs qui sont éventuellement porteurs du virus qui pourraient se multiplier. On sait que en Sardaigne, il y a eu 3 nouveaux cas, enfin il y avait plus de cas depuis le mois d'octobre, et il y a eu 3 nouveaux cas au mois d'avril dans des élevages qui avaient été vaccinés. Et puis depuis, j'ai plus entendu parler. Donc en France, c'est très difficile de savoir ce qui va se passer. C'est sûr que le plus gros risque, c'est pas tant les insectes vecteurs que le commerce d'animaux sur de très longues distances, avec le commerce d'animaux avec des vecteurs éventuellement contaminés, parce qu'en fait, les vecteurs, les mouches et les l'étang,
vont pas faire des milliers de kilomètres ou des centaines de kilomètres, quoi. En général, ils sont autour d'une ferme et ils restent plutôt autour d'une ferme. C'est pas comme d'autres maladies, la maladie de la FCO qui est transmise par des petits moucherons nocturnes. Donc les moucherons forment des nuages de milliers de moucherons qui sont extrêmement légers et quand il y a un coup de vent, ils peuvent faire rapidement des centaines de kilomètres. Et c'est pas du tout le cas pour les insectes qui véhiculent la dermatose en fait. Donc on n'est pas du tout sur le mode de transmission et c'est plus le transport éventuel d'animaux en incubation qui pourrait représenter un risque plus que les insectes en eux-mêmes en fait. Toutes les zones qui ont été des zones infectées l'année dernière sont aujourd'hui des zones entièrement vaccinées, qui ont été donc repeuplées forcément avec des animaux naïfs qui venaient d'autres régions, mais qui ont été vaccinés. Donc tous les animaux sont vaccinés en zone vaccinale. Donc a priori, dans les zones qui ont été vaccinées, le risque de voir apparaître à nouveau de la maladie est quand même relativement faible. Et par contre, en zone non vaccinée, alors ce qu'il faut savoir, c'est que en zone vaccinée, ça c'est le côté un peu autoritaire de l'État. En zone vaccinée, il est obligatoire de vacciner et les éleveurs n'ont pas le choix. Et s'ils ne vaccinent pas, ils ont des menaces. Ils ont des menaces euh, et des blocages sur leur ferme et c'est très très violent. Et en zone indemne, les éleveurs n'ont pas le droit de vacciner, et même si vous voulez protéger leurs troupeaux, ils n'ont juste pas le droit de vacciner, en fait. Donc ça, c'est quand même, c'est vraiment pour dire, cette vaccination, elle est d'abord politique avant autre chose, quoi. C'est c'est pas un enjeu de protection des animaux ou de protection des populations, c'est juste un enjeu politique et économique et commercial. Et donc, il y a une extrêmement de violence qui est vécue avec ces histoires de vaccination, cette vaccination qui est rendue obligatoire pour tout le monde. euh, et, et les éleveurs ont pas le droit de s'opposer. Et s'ils veulent s'opposer, on les menace clairement. Et la seule façon qu'ils peuvent avoir de s'opposer, c'est de dire qu'ils vont envoyer leurs animaux à l'abattoir, quoi. Tu vaccines ou tu meurs, quoi. En gros. Mais pas de la maladie. Voilà, c'est extrêmement violent. Donc les gens vivent des situations d'extrême détresse parce que quand on est éleveur, on élève des animaux, on sait qu'on va faire le commerce de produits d'origine animale, que ce soit du lait, des œufs, de la viande, etc. Mais les éleveurs sont profondément attachés à leurs animaux et il y a ce lien de domestication et du fait d'apprivoiser quoi, qui est extrêmement fort. Et c'est un déchirement, quoi. C'est un vrai deuil. Donc c'est quand même vraiment terrible ce qu'on impose de faire avec ces choses-là. Donc on a d'un côté en fait une maladie qui est pas très grave, qui peut être impressionnante pour des gens qui l'ont jamais côtoyé et qui occasionne de la mortalité, mais la mortalité finalement n'est pas, enfin, pourrait être compensée par un soutien de l'État éventuellement. Enfin voilà, on pourrait trouver des solutions pour compenser cette mortalité, mais la mortalité euh, la mortalité occasionnée par la maladie serait peut-être moindre que les abattages massifs déjà. Ah bah, clairement, ouais. Mm. Et en plus, on crée de l'immunité, donc on crée des animaux beaucoup plus forts. Mm. Donc là, on n'est pas du tout là-dedans. Mm. Mais en gros, il y a ça. Et de l'autre côté, il y a ce qui se passe aujourd'hui avec les abattages massifs, la vaccination obligatoire dans certaines zones et interdite dans les zones où c'est pas obligatoire de vacciner. Pour les gens qui nous écoutent et qui peuvent être un peu, quand on n'a pas les moyens, voilà, on n'a pas les moyens d'agir. Moi, par exemple, en tant que citoyenne, j'achète de la viande locale, j'essaie de faire ce genre de choses, mais toi, quel serait le conseil que tu aurais envie de donner aux personnes qui nous écoutent, que ce soit des éleveurs, éleveuses, des élus, euh, et tout simplement des mangeurs Mm. de viande, ou même des végétariens d'ailleurs. En fait, aujourd'hui en France, on n'a pas beaucoup de gros herbivores, à part, enfin si, on a un petit peu des cervidés dans les forêts, mais sinon des gros herbivores comme les vaches, enfin, il y a que les vaches en fait, qui sont des animaux domestiques. Les vaches sont essentielles aux écosystèmes prairiaux. Et contrairement à ce qu'on peut entendre, elles apportent beaucoup plus aux écosystèmes et à la biodiversité que la production de méthane qu'on leur attribue en fait.
Et, quel conseil on pourrait donner? Ben, c'est sûr que bah, manger local, relocaliser la production pour dire ben voilà, on va peut-être pas acheter de la viande qui vient de l'autre bout de la planète, on va peut-être privilégier la viande d'animaux qui sont élevés chez nous par des éleveurs qui font attention et qui veulent vendre localement sur place. Ça serait le top. Après, quoi dire de plus? Bah, c'est pas une maladie grave du tout, ni pour les vaches, alors ni pour les vaches, bah, ni pour les humains, puisqu'elle est clairement pas transmissible à l'homme, donc il n'y a aucun risque. Euh, et euh, bah, après, le souci qu'on a, c'est qu'on a une économie agricole qui est énormément basée sur l'import-export et sur les échanges internationaux, en fait. Et donc, c'est vraiment plus ça qui pose problème qu'autre chose. Et aujourd'hui, dans les fermes, l'économie agricole, elle est basée sur l'exportation d'animaux vivants, quoi. Donc, euh, donc ça aussi, c'est un frein à changer les choses parce que, en fait, même un éleveur qui a son troupeau de vaches, qui pâture en plein air de la prairie, qui permet que l'herbe repousse, produise de la photosynthèse et capte du carbone, du coup, qui sera pas émis dans l'atmosphère, et que cette personne vende localement à des gens sur place, donc on n'est pas tout le transport aérien ou autre qui est extrêmement producteur de gaz carbonique et de gaz à effet de serre, et ben cet éleveur est à la même enseigne qu'un éleveur qui va exporter ses veaux en Italie, par exemple, et donc il est soumis aux mêmes règles, même s'il travaille différemment et localement, en fait. Donc ça, c'est un vrai souci, et du coup, c'est une question qui a beaucoup divisé à la fois le monde agricole, le monde politique et le monde des citoyens, parce que bon, les citoyens n'avaient que les informations officielles du ministère de l'Agriculture, qui étaient des informations mensongères, du coup. Pourrait donc favoriser le local, mais aussi aider les éleveurs qui veulent produire localement et, et pas leur imposer des mesures qui pourraient être appliquées à d'autres qui voudraient exporter. En fait, ce sont des mesures qui concernent l'exportation. Donc, effectivement, on pourrait se dire, ben, un éleveur qui ne veut pas exporter à l'étranger, est-ce qu'il est obligé de subir ces mêmes mesures qu'un éleveur qui, dans sa réalité économique, est obligé d'exporter aujourd'hui, quoi. C'est assez compliqué. Il y a comme un équilibre à trouver, en fait. C'est soutenir les éleveurs qui produisent localement et faire des dérogations sur des mesures quand il n'y a pas un impact, il n'y a pas un risque d'impact international. Enfin, c'est difficile à exprimer, hein, je suis désolé. Mais est-ce que tu as une chose à dire aux gens qui nous écoutent? Tu vois, moi, j'ai envie de faire quelque chose. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Se tenir informé, mais attention du coup aux propagandes véhiculées par les principaux médias. Ouais. Et être prêt à soutenir des éleveurs qui militent, quoi, la Confédération paysanne notamment, ou voilà, qui cherchent. Ouais, en fait, faut les soutenir et les aider dans leur démarche parce qu'en tant que citoyen, souvent, on est éloigné de tout ça. On est éloigné de toutes ces réalités et donc on veut manger local, on veut manger bio quand on a la possibilité ou les moyens. Donc, ce serait vraiment développer ces filières-là. Mais par contre, comprendre aussi que ces éleveurs-là sont en danger parce qu'il y a des normes sanitaires qui sont décidées au niveau international, en fait. Mm. Et donc, politiquement, pouvoir aider des élevages localement et avoir un poids au niveau national pour ça, quoi. Enfin, J'ai été végétarienne longtemps. Là, pour des raisons de santé, je me remets à manger de la viande parce que tous les naturopathes, les médecins alternatifs, évidemment, me disent mange de la viande, ton corps en a besoin. Et du coup, je me suis mise. En fait, je mangeais pas de viande parce que j'ai pas de ferme juste à côté de chez moi où je peux acheter en local. Mm. Donc, je mange des œufs, etc. Je mange de la viande une fois par mois, tu vois. Mais là, je me remets à manger 2 fois par semaine de la viande rouge, notamment. Et je veille à ce que ces animaux soient en bio, en nourris à l'herbe, un maximum. Alors, je suis pas dans une zone où il y a la DNC en Mm. Bretagne. Mais en tout cas, elle peut arriver là. Et puis, il y a d'autres maladies qui se baladent. Et du coup, j'ai vraiment commencé à chercher autour de chez moi les éleveurs qui produisent en direct
et je vais aller leur acheter de la viande que je vais congeler pour pas avoir à faire trop de déplacements. Euh, et voilà, et en fait, je pense que c'est important si les personnes qui nous écoutent, elles mangent occasionnellement de la viande. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est aussi que, enfin, j'ai l'impression que l'aspect sanitaire se resserre un peu partout. L'autre jour, je voulais aller chercher des abats, parce que les abats, c'est nutritionnellement super. J'en ai besoin. Bon, il faut que j'apprenne à les cuisiner, c'est une autre chose, mais aller chercher des os à moelle pour faire des bouillons d'os qui sont super importants. On jette vraiment des parties du corps des animaux qui sont super nutritives. Il faut réapprendre à les utiliser aussi. Ça serait le sujet d'un autre épisode peut-être que je ferai un jour. Et les biocops aujourd'hui ne peuvent plus donner les os, les abats, parce que les vétérinaires, les services vétérinaires sont, ou les services sanitaires, je sais pas comment on dit, sont sur le dos des biocops, donc ils doivent tout jeter. Ça part à l'équarrissage et c'est un gâchis monstrueux. S'il y avait plus de gens qui allaient demander en biocop, est-ce que vous auriez un os, est-ce que vous auriez les abats, etc. En fait, il faut qu'on se remette à réutiliser toutes les parties des animaux pour les honorer jusqu'au bout. Là, je pars sur un autre sujet, mais tout ça, c'est lié, en fait. Carrément. Mais de toute façon, ces normes sanitaires, elles éloignent, elles divisent et elles éloignent. Mm. Et, euh, et en fait, c'est pour ça que les citoyens sont très éloignés de tout ça. Avant, c'était pas le cas, hein. Avant, le boucher achetait les animaux localement, il débitait localement, et c'était les gens du village qui allaient consommer la viande qui était produite sur le village. Et je parle de ça, c'était il y a moins d'un siècle quand même. Et en fait, aujourd'hui, on a bien divisé, bien séparé, sectorisé, ce qui fait que bah, du coup, les gens s'estiment pas avoir les connaissances nécessaires. On a rendu tout compliqué avec des normes sanitaires, etc. Et aussi parce qu'il y a eu une industrialisation de l'élevage, une volonté de simplification et d'industrialisation de l'élevage qui a généré des maladies en lien direct avec l'élevage, quoi, comme la crise de l'ESB de la vache folle, ou, enfin, voilà, ou d'autres choses. Bon, la dermatose n'est pas une maladie zoonotique, donc il n'y a aucun risque pour l'homme. Par contre, il y avait d'autres maladies qui pouvaient en avoir, et donc ces normes sanitaires, elles viennent de ça, de l'industrialisation, quoi, en fait. Donc effectivement, trouver un éleveur local, et puis voilà, s'il fait de la viande, enfin s'il fait du commerce en local, ben, essayer de le favoriser au maximum par tous les biais qui existent, quoi, par les AMAP, par les magasins de producteurs locaux, etc. C'est sûr que c'est l'idéal. Et puis, du coup, quand les éleveurs vont en direct aussi, ils vont plus avoir. Enfin, ils n'ont pas forcément accès à toutes les parties de la viande, donc ça, c'est un sujet que je connais pas trop. Mais Et même questionner quand on va au restaurant. Certaines personnes vont au restaurant. C'est le ouais, seul endroit où ils peuvent manger de la viande, c'est le restaurant. Poser la question, d'où vient la viande? Eh ben, écoute, tout à je te fait. remercie sincèrement d'avoir pris le temps de partager. Merci. Pour terminer cet épisode sur une note positive, j'avais envie de vous partager à nouveau un témoignage de Kyria qui vous donne ses conseils pour agir, vous qui écoutez cet épisode. La meilleure façon d'aider ces paysans, c'est d'aller les voir, d'aller à leur rencontre et de montrer en fait c'est de remettre du lien et de la confiance vraiment entre le paysan et le consommateur. Pour moi, ça ne reviendra que comme ça. Comme je disais tout à l'heure, hein, là, c'est notre souveraineté à tous qui est en jeu. Autant notre souveraineté à nous, en tant que paysans, de continuer à pouvoir vivre de notre activité, mais aussi vous, le consommateur. Et donc là, aujourd'hui, il faut autant que le paysan, il ait confiance et qu'il sache que derrière, il y aura les consommateurs qui viendront vers lui, et qu'il y a aussi le consommateur, pour avoir confiance aussi à son paysan, d'aller voir son paysan. Pour moi, il y aura que ce lien et cette confiance-là qu'il faudra qu'ils reviennent, en fait, pour qu'on puisse continuer main dans la main. Donc là, pour nous aider, nous, là, il faut voir au niveau juridique. Diane a dit que c'était un petit peu compliqué, mais par Merci. contre, au niveau réel, va voir ton paysan, va voir qui peut être encore là et faire les choses bien. Et il y aura que comme ça qu'on pourra continuer et aller de l'avant et faire en sorte que ça puisse fonctionner. Des fois, je suis un petit peu radicale. Je dis, la meilleure façon d'aider un paysan, c'est d'aller le voir. Et sinon, la manière encore plus radicale, c'est de toi-même devenir paysan. Et si les choses te prennent à cœur, vas-y, go et fais ce que ton cœur te dit de faire. Mais en tout cas, il faut vraiment retrouver notre souveraineté déjà humaine, mais aussi
alimentaire, je veux dire. Et ça ne passera que par la paysannerie et par le fait de nous aider sur le terrain. Là, je ne sais pas où tu es et chaque personne qui est là, je ne sais pas où elles sont, mais chaque personne en France devrait avoir son petit groupe de paysans pour pouvoir se nourrir en fait chaque jour. Les centres commerciaux ne devraient être là vraiment que pour du superficiel, pour très peu. Ce sera difficile de s'arrêter entièrement d'aller dans les supermarchés, mais en tout cas au maximum. Prenez du jus de pomme chez votre paysan au lieu de prendre du jus d'orange qui vient de je ne sais pas où. Prenez votre viande chez votre paysan. Enfin, voilà. Faites de plus en plus confiance aux personnes qui vous nourrissent. Il y a aussi, là, j'ai vu à un moment donné, ouvre ton frigo et vois le nombre de paysans en fait que tu aides à travers ton frigo. Et c'est même pas de l'aide en fait qu'on a envie, c'est de retrouver notre souveraineté et de retrouver notre juste place, parce qu'il faut quand même se rendre compte aujourd'hui qu'on est le premier maillon de toute la chaîne de l'humanité et depuis le début de cette humanité justement. Aujourd'hui, le système favorise clairement l'industrialisation des élevages face à des petits paysans qui peinent de plus en plus à tenir. On pourrait penser que notre rôle en tant que petit être humain est minime. Pourtant, nous mangeons toutes et tous, plusieurs fois par jour. Et l'acte de consommation est clé. Achetons nos produits uniquement à des fermes qui prennent soin du vivant, en local. Dialoguons avec les éleveurs et éleveuses, qu'ils soient bio ou non. Créons du lien, car prendre soin des liens est notre meilleur rempart contre un monde qui souhaite nous séparer. Hors micro, Arnaud m'a aussi encouragé à adhérer au collectif Paysans Libres, dont vous trouverez l'adresse mail dans les notes de l'épisode, ainsi que toute la bibliographie que j'ai utilisée. J'espère que ce reportage vous aura informé pour mettre en mouvement votre corps vers la régénération du vivant par l'agroécologie. Et avant de passer à une autre occupation, je vous invite à prendre un petit temps pour intégrer pleinement les messages clés avec lesquels vous repartez de cette écoute. Et pour maximiser les bénéfices, je vous propose de le faire en respirant. On va faire 4 temps à l'inspire et 4 temps à l'expire, en respirant si possible par le nez. C'est parti. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Alors, comment vous sentez-vous ? N'hésitez pas à prendre le temps de noter les 3 apprentissages clés avec lesquels vous repartez suite à cette écoute. Car prendre le temps d'écrire, c'est aussi prendre le temps d'intégrer, d'ancrer. Si cet épisode vous a plu, je serais très heureuse d'avoir vos retours via un commentaire sur Spotify ou YouTube ou à opaline@agroécologievoyageuse.com. Pour aider à la diffusion de ce podcast, vous pouvez mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute ou encore l'envoyer à 3 personnes qui pourraient se nourrir de son écoute. Le podcast Agroécologie Voyageuse est indépendant. Vous pouvez soutenir les prochains épisodes en faisant un don sur le lien Tipeee en description de l'épisode et même vous engager à me soutenir chaque mois, par exemple pendant 6 mois. Cela sécurise encore plus mon travail. À bientôt et pensez à mettre les mains dans la terre régulièrement. Elle en a besoin, et vous aussi.